De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir nous avons un retour du conseil scientifique local guadeloupéen, puisque nous allons parler de cette 7e vague annoncée et de la 4e dose qui va suivre et qui demande à être généralisée par certains médecins et les autorités. Et pour en parler avec moi ce soir, nous avons Fabrice Gott. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Harold. Et nous avons Swana Desvarieux. Bonsoir Madame Desvarieux. Bien bonsoir Harold. Donc on va commencer par une petite partie problématique, puisque je viens d'apprendre que vous êtes donc la sœur de Jacob Desvarieux. Comment vous avez vécu cet événement, puisque je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer? J'étais en première loge, donc ce que je peux dire à toutes les personnes qui se posent la question, c'est que ma psychothérapie n'est pas terminée. D'accord. Donc Voilà. Moment extrêmement pénible. Particulièrement pénible parce que c'était pas n'importe qui, outre le fait que c'était mon frère, que c'est mon frère, parce que de toute façon, quel que soit l'endroit où il reste mon frère. Et ouais. Vous n'acceptez pas? Non. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre justement le conseil scientifique? Mais parce que justement, j'ai comme métier principal technicienne de laboratoire. J'ai travaillé dans le laboratoire Madame Sétor, du docteur Sétor. Donc vous vous y connaissez? Au CHU, j'ai travaillé en sérologie, j'ai travaillé en bactériologie, j'ai travaillé en hématologie. Voilà. Donc il y a des choses qui m'ont paru curieuses. Et donc j'ai commencé à me poser des questions en me disant mais je ne comprends pas. Et donc, j'ai essayé de trouver des personnes qui se posaient des questions comme moi en me disant « mais ça n'a pas moins tout celle qui a pensé ça ». Et donc, j'ai rencontré et entendu parler de Fabrice Gott et de ce fameux conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Le fait qu'il soit pluridisciplinaire m'a bien plu parce que ça veut dire que tout un chacun peut venir donner son point de vue, faire part de ses recherches. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai commencé à avoir un début de réponse à mes questions, mais je n'ai pas tout. Donc on continue et on essaye de faire en sorte que le maximum de personnes aient un maximum d'informations pour pouvoir prendre la fameuse décision libre et éclairée. Pour vous, l'omerta se poursuit un peu autour de cette gestion de crise? On n'arrête pas quelque chose qui marche. Fabrice. Alors ça fait quelques mois quand même qu'on ne s'est pas revu. Il y avait toute cette période électorale à laquelle effectivement on ne prend pas part. Ça a un peu focalisé l'attention de tout le monde. Le gouvernement a un peu mis les projets et les plans, on va pas dire aux oubliettes, c'était plutôt dans un tiroir en attendant. Juste pause. Juste pause. En comme attendant. Et c'est incroyable puisque ce qu'on avait annoncé finalement, bien tous ces produits, on savait qu'il allait avoir cette accalmie pendant la période électorale et que tout de suite après, on repartirait sur les chapeaux de roue avec une recrudescence des contaminations, visiblement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu n'es pas surpris, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu en penses? Quand on regarde, on va dire, les spécifications biologiques du SARS-CoV-2, c'est un coronavirus, le septième du club, qui n'est pas, comme l'un de ses cousins MERS, un coronavirus insensible à la chaleur. Donc, tu as un coronavirus qui est sensible à la chaleur et qui repart en été, qui repart avec des températures qui, pour rappel, la semaine dernière dans l'Hexagone, ils prenaient du 40 degrés à l'ombre. Oui. En théorie, il n'est pas censé survivre à l'air libre et encore moins se déployer. Donc ça, on peut se poser des questions face à cette recrudescence que nous on avait déjà annoncée, qui a fait pile poil une semaine après les élections. Chez nous, on a essayé de faire, de dire qu'il y a des milliers de cas, mais j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, mais où ils ont pris ces cas, parce qu'il n'y a plus de queue au test. Donc, bon, après... Il n'y a plus de queue au test, les hôpitaux ne sont pas surchargés, les réanimations non plus. Donc, effectivement... Non, ça c'est en retard. C'est juste en retard. C'est pour la semaine prochaine. Là.
ils vont charger Le la semaine dénouement, prochaine. ça pourrait éventuellement Ils vont se charger remplir. la semaine prochaine. Et vu qu'ils ont fermé les urgences la semaine dernière, totalement, puisqu'on ne peut pas aller aux urgences 24 heures sur 24 soi-même, il faut passer par le SAMU. Exact. Le personnel des urgences est toujours devant l'hôpital. Je salue tous les soignants qui sont suspendus. Depuis 8 mois bientôt. Ah, oui, en gros. Camarades de marche depuis bientôt 1 an. Il est totalement inadmissible de voir un tas d'étrangers qui nous ressemblent ou non, hein, parce que ça ne peut pas être des Guadeloupéens qui nous gouvernent, faire en sorte de forcer des gens à prendre la marque de la bête, puisque si tu dois prendre une injection pour voyager, pour travailler, pour aller te distraire, parce qu'elle ne te protège pas et elle ne protège personne. Donc, c'est la marque de la bête. À partir de là, on se retrouve avec des gens qui ont décidé sciemment de faire en sorte que des Guadeloupéens meurent de faim. Heureusement que le Guadeloupéen moyen est solidaire et réaliste, et il fait en sorte que par sa solidarité, ce plan ne fonctionne pas. Par extension, on peut dire que on essaie d'affamer les 15 000 soignants qui ont été suspendus, puisqu'ils font l'objet, effectivement, enfin, ils sont sous le couperet d'une loi qui les empêche de travailler, qui les empêche de toucher leurs indemnités, et donc se retrouvent sans rien, mais absolument rien. Beaucoup pensent qu'ils ont des aides ou Non, des il n'y a choses. aucune aide. Ils n'ont pas le droit au rien. ticket du CCAS, ils n'ont plus de droit à sécurité sociale, ils n'ont pas de mutuelle. Donc, Plus aucun droit. heureusement que nos pervers professeurs machin bidule chouette, un pervers narcissique psychopathe, étaient purement dans le faux, puisque bon nombre d'entre eux ont été infectés par diverses pathologies, on est en milieu tropical, et que nos rimédrasies ont fait le job. Et qu'aujourd'hui, on n'affiche aucun décès. Les seuls décès qu'on affiche parmi les personnes qui ont décidé d'aller parce que quand tu as une famille à nourrir et que ton enfant tu peux pas le nourrir, ta vie importe peu. Mais malheureusement aujourd'hui ils sont plus là. Donc il me semble jusqu'au mois dernier, enfin le mois n'est pas encore terminé, donc je touche du bois pour qu'il n'y en ait pas un, mais on a eu au moins un décès de soignants qui a pris l'injection. Et décès qui s'est annoncé parce que la personne a fait un mauvais état, malheureusement au bout de 20-25 jours. Pourquoi ce détail ? Puisque on peut t'inscrire dans la pharmacovigilance que dans un délai de 15 jours après l'injection. Sinon, ce n'est pas pris en compte. Pour un truc qui est toujours en test, pour rappel, les autorisations de mise sur le marché ont même une prolongation de leur date limite de la phase 3. À ce qui paraît, Pfizer ne va même pas demander finalement, va même pas demander l'AMM pour le vaccin initial, mais certainement une AMM pour un autre vaccin, une nouvelle version. La première AMM, ils l'ont faite en décembre 2020 pour les 2 premières doses. Sachant qu'on était en phase 2 des essais cliniques et pas des essais cliniques en mode fast track, parce qu'ils ont un petit peu joué sur les mots et couillonné les gens. Un petit peu beaucoup. Puisqu'ils ont eu leurs autorisations, leur AMM conditionnel en mode fast track, c'est-à-dire sans test de génotoxicité, sans test de cotoxicité médicamenteuse, sans test de toxicité comment ça s'appelle sanguine, le terme m'échappe. Et on a eu tout un tas de bons élèves qui ont dit ils savent ce qu'ils font, c'est des nouvelles technologies.
malheureusement bons élèves copieurs. C'est des nouvelles technologies. Il y a quelques mois, il y a peut-être 2-3 mois, on a Albert Bourla, PDG de Pfizer, qui nous disait que cette technologie-là n'avait jamais été éprouvée et que finalement c'était la première fois qu'il l'utilisait. Voilà, lui-même a reconnu, alors que c'est son bébé finalement, lui-même a reconnu qu'il n'y avait eu aucune application de ce type de traitement par le passé. Il y a eu non seulement aucune application, mais par contre, au niveau économique, ça a été très intéressant, puisque le chiffre d'affaires de Pfizer en 2021, c'est le budget tout simplement de l'État de la Nouvelle-Zélande. Tranquillement. Qui n'est pas le plus pauvre des États. Clairement. Donc aujourd'hui... Pfizer qui n'a pas hésité à augmenter le prix de ses vaccins, comme Moderna d'ailleurs, 2 ou 3 fois depuis la sortie du vaccin. C'est du business. C'est du business. Et aujourd'hui, malheureusement, on doit se demander, est-ce que la vie d'un Guadeloupéen, des Guadeloupéens doivent se limiter à être une marchandise. Alors je ne sais pas combien ces étrangers touchent, mais il y en a, on sait qu'ils ont eu une médaille de la Légion d'honneur. Donc on se demande, avec un tout petit peu d'histoire, si on ne revit pas un gouvernement de Vichy. Je propose qu'on regarde une séquence du docteur Payou, donc qui nous parle finalement de cette septième vague annoncée par les autorités, par les médias. Bon, on se demande où est la sixième, puisqu'on l'a pas vraiment vu passer, mais en tout cas, on est à la septième. Il parle aussi de cette quatrième dose qu'il estime qu'il faudra généraliser à toute la population, à commencer par exemple, il prend l'exemple des caissières, donc après les infirmières, on a un petit peu les caissières qui sont dans le collimateur. On écoute le docteur Payou. Alors, c'est pas du tout la même forme que ce qu'on a connu, notamment en mars et en février 2020. Ça a changé, c'est-à-dire que c'est une forme, comme on a une population qui est pas si mal que ça vaccinée, à peu près 70-75% de la population a été en fait en contact avec le virus. Ils font des formes qui sont en fait surtout des formes ORL, d'accord, avec des grosses laryngites très douloureuses, voire des otites, des céphalées. C'est pas les mêmes symptômes que auparavant. Non. On voit bien en fait que la vaccination a entraîné une défense notamment très profonde, c'est-à-dire que les formes pulmonaires on les voit pas. On voit encore des formes graves. Très rares, mais des formes graves, notamment chez les gens qui ne sont pas vaccinés, évidemment. Là, pour l'instant, il y a eu un choix du ministre de la Santé disant qu'on vaccinait d'abord les plus vulnérables, les plus de 60 ans. Mais à mon avis, il faut étendre ça notamment aux personnes qui sont au contact, d'accord, de la population. Je pense notamment aux caissières, d'accord, à toutes ces personnes qui travaillent au contact de la population. Les soignants, on va se revacciner dans les prochaines semaines, voilà. Donc, il faut en effet une grande campagne de revaccination qui doit être faite. Madame Desvarieux, quand vous entendez cela, qu'est-ce que vous pensez ? C'est magnifique. C'est fantastique. Ce même Patrick Pelloux, c'est lui qui avait alerté en 2011 sur la canicule et qui dernièrement avait dit non, les soignants, s'ils ne sont pas vaccinés, il faut les mettre dehors. Et qui, il y a 2 semaines, a dit oui, finalement, il faudra quand même les réintégrer parce qu'on a besoin d'eux. C'est le même. Oui, c'est lui. C'est ça. Oui, non, mais voilà, Monsieur Pelloux, il dit ce qu'il doit dire, il est dans son rôle. Donc, il faut l'écouter, prendre de la distance, un petit peu... voilà, point ça et qu'a dit l'agent et qu'a dit, mais il faut pas... Mais est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça a du sens pour vous ? Ça n'a plus aucun sens. Je veux dire que quand j'allume ma télévision pour laquelle je paye les impôts comme tout le monde, et qu'on me dit, et qu'on écrit, on me le dit et on l'écrit, le vaccin a une protection qui diminue dans le temps... Dans combien 3 mois. Il a 3 mois d'efficacité. Non. Il diminue dans le temps. La protection diminue dans le temps. C'est ça, il m'a question, ça, il dit moi. Pendant combien de temps ? Ça n'a pas à garder où ? Vous n'avez pas à le savoir. Ça diminue dans le temps. Voilà. Alors, comme ça diminue dans le temps, il faut prendre une autre dose. Donc, oui, c'est facile à comprendre. Ça ne marche pas très bien, donc il faut prendre une autre. C'est-à-dire que j'ai pris... Ils ne disent pas que ça ne marche pas très bien. Ils disent que ça fonctionne, mais... Pas bien. J'ai pris mon rappel de tétanos, je me suis fait piquer par un clou rouillé et j'ai attrapé le tétanos. Je dis mais comment ? Je ne comprends pas. Ah ben oui, il faut vous vacciner tétanos. Mais non, mais j'étais censée avoir eu mes vaccins, mes rappels, donc c'est fini. Je ne peux pas attraper le tétanos. Donc si je l'attrape, il y a un problème.
Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre la même chose lorsqu'il s'agit du Covid, qui est la seule et unique maladie qui existe maintenant? Il n'y a pas d'autre maladie. Donc c'est normal qu'il n'y ait qu'une seule solution, un seul vaccin, une seule maladie. Le Covid, le vaccin anti-Covid. Et tout est réglé. C'est la solution. Patrice. Tu sais, au cirque... Quand tu es fatigué avec ce genre d'intervention? Au cirque, on rit. On ne peut que rire. Mais ces gens-là sont bien protégés. Judiciairement, je parle. Puisque les bons élèves, malheureusement, il y en a beaucoup, ce sont des magistrats. Donc, ils ne vont certainement pas se tourner vers ces personnes-là. C'est malheureux. Tous ceux qui... Donc, ils pourront déblatérer tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire, de toute manière, un bon élève ne va jamais remettre en cause ce que son maître, c'est pas prof, ce que son maître lui dit, en particulier quand il tient la laisse bien fort. Oui, mais là, on parle de médecine. On parle de médecine. On parle pas de médecine, on parle de business. Avec des morts qu'on distribue par-ci, par-là, des documents légaux sur lesquels, normalement, avec lesquels on peut faire des poursuites, autorisation de mise sur le marché, la première, comme je l'ai dit, décembre 2020, la deuxième pour les doses suivantes, puisque la première ne couvre que la première et la deuxième dose, alors que quand tu lis l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle, disponible sur le site de l'Agence européenne du médicament, parce que sur la NSM, elle n'est pas sur le site de l'Agence nationale de sûreté du médicament, elle n'est pas disponible. Je ne sais pas pourquoi. Le serveur, il est allergique. Ça ne les intéresse pas, finalement. Et on le dit bien, dans les premières pages, on te dit que l'injection, elle est principalement ciblée pour les formes légères. Elle n'est pas ciblée pour les formes graves. Alors qu'on nous a répété en long, en large, c'est pour les formes graves. Principalement. Principalement. On n'a jamais dit qu'elle était limitée en nombre de doses. Il est stipulé que les doses peuvent varier. Donc, normalement, si c'était le même produit, sachant qu'il y avait 4 dosages, tu avais 0, le placebo. Donc, en phase 2, tu es entre 60 et 80%. Donc, les gens qui ont pris jusqu'au 30 juin 2021 étaient en phase 2. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien. Qui ont eu des placebos jusqu'à juin 2021. Donc, s'ils ont pris que les 2 doses, qui restent là, à ces 2 doses-là. Parce que, à mon avis, les autres, c'est du correctif. À partir du 1er juillet, on est passé en phase 3. Donc, 50% à peu près, d'après l'autorisation de mise sur le marché. Dans la pratique, c'est entre 40 et 60%. Mais est-ce qu'il y a même eu les placebos? À un moment, on a entendu qu'ils sont arrêtés. Non, c'est... Donc, ils ont le seul et l'unique qui connaît les dosages, c'est le laboratoire. C'est un essai en double aveugle. La personne qui reçoit n'a rien. La personne qui injecte ne sait rien. Enfin, les deux ne savent rien, en fait. Personne n'est au courant. Et il y a eu du 0, il y a eu du 10, du 15 et du 35 microgrammes. Donc, théorie, le 35 microgrammes, il est entre 5 et 10%. En théorie. C'est après toujours la même autorisation de mise sur le marché. Autorisation de mise sur le marché qui avait une longue liste de... Comment ça s'appelle ? De contre-indications. Donc, pas de femmes enceintes. C'est pas ce qu'on entend sur les médias, là ? Oui, mais le problème, c'est que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a vacciné effectivement une femme enceinte devant les médias. Ils ont conseillé pendant des mois aux femmes enceintes de se faire vacciner pour éviter des complications pour les bébés. Tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, les ministres et les généraux et les officiers supérieurs et les cadres dirigeants du Troisième Reich ont bien eux-mêmes exécuté des gens pour montrer aux soldats que c'était facile à faire et qu'il n'y avait aucun problème. Donc, que le Varan fasse ce qu'il veut, mais il ne faut pas qu'on aille dans le truc. Aujourd'hui, quand on fait au niveau des tables zip, donc animé par ma camarade,
c'est pour pouvoir amener une information en la vulgarisant le plus possible. Et c'est assez compliqué parce qu'il faut que ça soit court, un format court. Concis, précis. Un format précis, sans aller dans le non-sens et faire attention aux interprétations possibles. Donc il faut laisser peu de chance aux interprétations. Et tous les camarades qui travaillent là-dessus, c'est un good job. Et c'est un job très dur. On reviendra dessus, on va le détailler justement. Madame Desvarieux. Oui, moi, il y a une question que je me suis posée dès le départ, d'où ma présence à ce conseil scientifique, c'est comprendre l'acharnement d'un groupe de personnes à ce qu'il y ait absolument ce produit dans nos organismes depuis la conception jusqu'à la mort. Et quand je parle de la conception, à partir du moment où on vaccine des femmes enceintes, c'est depuis la conception. Et c'est jusqu'à la mort. Donc, je pense que la question, une des questions pour lesquelles je n'ai toujours pas de réponse et qu'apparemment on ne se pose pas trop, c'est de savoir, mais pourquoi faire tout ça, menaces, chantage, pourquoi faire tout ça pour que ce produit-là soit absolument dans le corps de tout le monde, de la conception jusqu'à la naissance? Pourquoi ? C'est vrai que c'est vraiment global, puisque beaucoup de médecins en début de pandémie avaient dit, dont le professeur Raoult, qu'il fallait cibler la vaccination, qu'on ne vaccinait pas n'importe qui comme ça avec n'importe quoi, qu'il fallait cibler vraiment la population à risque. Donc c'était les personnes âgées a priori en théorie. Qui n'ont pas été testées par Pfizer. Parce que c'est un petit peu ce qui me dérange, c'est que lorsque vous allez sur les sites, que ce soit de Pfizer, que ce soit le site de Vidal, que ce soit sur l'Agence européenne du médicament, vous allez prendre les notices, puisqu'elles y sont. Ce qu'on voit, c'est que le fabricant nous dit moi, mon contrôle technique n'est pas terminé. Hein. Les femmes enceintes, je n'ai pas regardé. Les enfants, je n'ai pas vu. Je ne sais pas pour les personnes âgées. Les personnes immunodéprimées, je n'ai pas testé. Donc, je ne sais pas. Les données sont très parcellaires, mais on a c'est écrit. Donc, bien sûr. Moi, je veux bien qu'on vienne me dire après à la télé autre chose, mais il se trouve que manque de peau, moi, point de lit, un sali, un cas qu'on prenne à peu près sans cali. Donc, c'est un petit peu gênant. Pourquoi depuis la conception jusqu'à la mort? Il me semble que c'est une question qui mérite d'être posée. Il y a tout un planning finalement de vaccination. Au début même de la campagne, le gouvernement et les autorités parlaient d'une dose. Une partie dont nous parlait déjà de plusieurs doses qui seraient échelonnées sur une certaine période qui était censée partir de donc janvier 2021 et arriver jusqu'à décembre 2023 a priori, pour bien couvrir la phase de test finalement. Donc beaucoup d'opacité au niveau de cette communication-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont moins sûrs d'eux et qu'ils font la limite... Comédie. Okay. Leur plan, c'est de nous filer la marque de la bête. C'est pas une vaccination. Pourquoi le plan, c'est vacciner, quoi qu'il arrive, justement, de 7 à 77 ans. Je me permets de te reprendre. C'est te donner la marque de la bête. C'est pas vacciner. Ah oui, ça n'a rien jamais adhéré à l'appellation vaccin. Ça, c'est vrai. À la rigueur, c'est un candidat vaccin, mais si on... Enfin, je suis pas le plus grand scientifique de la planète, je suis pas plus scientifique qu'un autre, mais je respecte les nomenclatures. Et que l'autorisation du ministère du marché n'est pas terminée, donc c'est un candidat vaccin. Et là, un candidat vaccin, avec autant de doses, ça s'appelle un traitement. Oui. Depuis le début, on a parlé de traitement génique. D'ailleurs, le professeur Delfrécy a dit c'est un traitement vaccinal. Donc s'il dit ça... Même Delfrécy, effectivement, on le rappelle... Le professeur Delfrécy serait-il le comploteur? La question reste posée. Ben, sur certaines de ses déclarations, je pense que lui-même a dû vouloir se rétracter un moment, mais vu qu'Internet n'oublie rien... Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. On rappelle que Jean-François Delfrécy, c'est le président du conseil scientifique donc, qui établit la stratégie vaccinale en France. Et bon, la stratégie de confinement aussi, tout ça, ça émanait de son cerveau. Très proche de Fauci, Anthony Fauci. Notamment. Et il est aussi patron... Enfin, l'un des principaux cadres de la Haute Autorité de Santé. De la HAS, n'est-ce pas? Il y a potentiellement un tout petit conflit d'intérêt, sachant que depuis après, hein. il est dans la base, il est présent dans la base
des conflits d'intérêts. Eurofordox. Mais il est dessus. Voilà. Et il est bien dessus. Et donc, il est président. Et Jean-François Delfrécy, qui apparemment a demandé à être débarqué du conseil scientifique. Visiblement, il ne veut plus trop rester aux commandes. À ce qu'on accepte sa démission. Ça paraît... Non, comédie. C'est parce qu'il y a encore il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre sa place. C'est Le manège. Un manège tournant. Tu vois, un manège, ça tourne. C'est chacun son tour. Et tout se passe comme vu que personne ne se bouge, enfin moi quand j'entends les députés qui ont voté la prolongation de l'état d'urgence, oui, mais c'est inévitable, hein, pardonne-moi Fabrice. Mais normalement, l'état d'urgence sanitaire s'arrêtait le 31 juillet, si j'ai bonne mémoire. Donc ça veut dire que c'est cet état d'urgence qui permet de mettre les confinements, les machins, les trucs là. Si c'est pas prolongé, on peut pas faire tout ça. Or, on a déjà prévu le 1er août de remettre le pass vaccin, etc. Ils ont oublié qu'il fallait prolonger le 31 juillet l'état d'urgence sanitaire. Il faut faire vite, là. Il nous reste 2-3 jours, il faut faire vite. Ils n'ont rien oublié. Sincèrement, ils n'ont rien oublié. Tu me rassures. C'est vrai que... ça se goupille tellement bien, ça s'emboîte tellement bien que si c'est pas programmé, c'est pas possible autrement, dans tous les cas. Donc on a eu fin des élections législatives, on a les annonces qui commencent à emboîter le pas. On a des déclarations qui devaient être faites la semaine dernière. Donc mercredi dernier, on devait avoir un conseil des ministres autour justement de la révision de cette loi autour de la gestion de crise sanitaire. Finalement, ils ont annulé la réunion. Reporté. Oui, reporté, mais ça sent pas bon. Le gouvernement n'est pas au complet encore. Voilà, comme ils sont très vacillants au gouvernement, il a parlé d'une refonte du gouvernement, justement, Emmanuel Macron. T'as vu, on a un super ministre des Outre-mer aujourd'hui. Depuis aujourd'hui ou hier. Yael qui part. Non, c'est le Premier ministre qui est notre ministre. Ah, mais c'est de l'intérim. Oui, c'est un super ministre, on n'a jamais eu ça, voyons. En intérim. Donc c'est Elisabeth Borne qui... On avait un député qui se plaignait qu'on n'avait pas de ministre des Outre-mer. Exactement. Un super ministre. Exactement. Donc Yael Braun-Pivet qui veut le perchoir, donc elle veut la présidence de l'Assemblée nationale. Bon, on peut la comprendre, hein, c'est la grosse promotion, tout le monde a eu sa grosse promotion, hein, donc on peut la comprendre, mais c'est vrai que Elisabeth Borne, première ministre, qui se retrouve ministre des Outre-mer, franchement, bon, autant fermer. On ne pouvait pas espérer mieux. Autant fermer ça. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Swana Desvarieux et de Fabrice Cotte. Et on parle effectivement donc de cette 7e vague, de cette 4e dose qui a été annoncée effectivement. Et autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui lors d'un conseil communautaire à Nice, où Christian Estrosi a annoncé le retour prévu normalement du pass vaccinal le 1er août prochain. On l'écoute. Donc Christian Estrosi, donc bon élève de ce gouvernement, déjà prêt à relancer... Lui complice. Il est complice carrément. Parce qu'un bon élève va aller
porter la bonne parole. Mais lui, complice parce que je mettrai ma main à couper et ma tête à couper qu'il n'y a aucune trace d'information génétique extérieure dans son corps. Lui, c'est fait partie des meneurs de meute. Les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs. Voilà. Le groupe témoin, tu veux dire? Je ne sais pas si on peut l'appeler le groupe témoin. Mais en tout cas, quand tout le monde devait mettre une muselière dans sa figure, assez souvent, tu le voyais mettre la muselière quand il allait vers la caméra. Et en dehors de la caméra, il n'avait pas la muselière. Comme beaucoup d'entre eux. Donc, parce qu'il sait très bien que la muselière ou le masque n'est pas un outil, ou babouquette, n'est pas un outil de protection, en particulier en période chaude et humide, comme c'est le cas chez nous. Là, il se pose la question, puisqu'on avait lancé la thématique, on avait fait des débats là-dessus sur le port du masque pour les enfants. C'était un des premiers nœuds du problème, finalement, puisque nous, c'est 30 degrés à l'ombre, 70-80% d'humidité minimum. Donc, tu nous avais expliqué que les paramètres de température et de pression n'étaient pas favorables pour le port du masque ici aux Antilles, que ce n'était pas hygiénique. Là, il relance la polémique sur le port du masque pendant la canicule, donc en hexagone, où tout le monde se dit que par 42 degrés, porter un masque, à la limite, c'est stupide. En fait, c'est favoriser l'hyperthermie. Alors, quand on respire, petit rappel, je vais essayer d'être très succinct. Quand on respire à une température qui est plus faible que celle de notre corps. Donc, lorsqu'on porte le masque, on favorise un réchauffement plus rapide de cet air inspiré, en sus de l'enrichissement en CO2. La respiration, c'est notre climatisation personnelle, on va dire, pour schématiser. On va dire avec de gros guillemets. C'est notre climatisation. La peau, c'est le thermostat. Maintenant, si ta peau te dit qu'il fait 30 degrés, mais que l'air inspiré est à 35-36 degrés, le cerveau, il ne comprend pas. Tu as certaines personnes, on n'est pas logé à la même enseigne, tu as certaines personnes chez qui ça amène au coma, voire décès. Voilà. L'excès de CO2 en continu, avec un port continu du masque, va entraîner à court terme une acidose respiratoire qui va devenir métabolique en moins d'une semaine. C'est rien de plus qu'une variation du pH du sang. Une légère baisse du pH, mais suffisante pour rendre le sang très oxydatif, égale vieillissement prématuré de l'ensemble des organes du corps. Et malheureusement, ça faisait beaucoup rire au départ quand je disais attention au lever à 14h pour les hommes le matin et ne pas finir à 6h30 parce qu'à 6h30 c'est foutu. On a vu plusieurs personnes avoir des problèmes et essayer à coup de Viagra et autres, mais ça ne marche pas. Et malheureusement, avec les injections, on a vu aussi ce genre de phénomène où ça a donné pour quelques jeunes hommes, je dis jeunes hommes, c'est-à-dire des hommes de moins de 40 ans, certains sont dans la rue maintenant parce qu'ils ont pété les plombs. Ils ont laissé femmes, enfants, boulot, ils ont tout laissé. Certains ont fait des tentatives de suicide. Ce sont quand même des choses qui sont graves. On a eu des femmes, parce que malheureusement, étant donné que c'est la même partie d'organe qui est abîmée, c'est le corps caverneux, on a eu des femmes qui ont eu de sévères problèmes lorsqu'elles ont vu que lors de la gâterie, ça ne marchait pas, quoi. Et mentalement, on ne parle pas de temporalité, on parle d'état permanent. Sans compter les problèmes thrombiotiques lors des injections, donc les thromboses. On a beaucoup parlé des thromboses sur les vaisseaux principaux, mais très rarement sur les capillaires. Comme si ça ne se faisait pas sur les capillaires. Ce sont les tout petits vaisseaux. Tous nos organes ont besoin des vaisseaux principaux et des vaisseaux capillaires. Mais lorsque tu as une thrombose qui se produit en tête de vaisseau, tout le reste passe en nécrose. Parce que ça ne se débouche pas. Et l'organe passe en dégradation. Donc ça veut dire développement de certaines pathologies.
Évidemment, qu'est-ce qui gagne? C'est toujours les mêmes, parce qu'il faut traiter lorsque c'est traitable. Et pour certains, ça amène jusqu'à la cécité, voire la mort, en fonction de l'organe qui est touché. Alors, je suis en train de regarder un petit peu le fil, puisque effectivement, dès qu'on va parler de problématiques Covid, on aura des réactions un peu épidermiques. Les trolls sont de retour? Oui, les trolls sont toujours là. On aura Salut les trolls. des réactions épidermiques. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que déjà, il y a eu un gros clivage qui a été réalisé au niveau de l'opinion, puisque d'un côté, on avait donc les porte-paroles du gouvernement qui s'étaient accordés sur une version sans qu'il y ait contradiction. En fait, il n'y a eu aucun débat contradictoire sur toute la première phase de la pandémie. Donc, sur plus d'1 an, en fait, on a dû attendre, je crois, 1 an et demi, finalement, pour qu'ils puissent commencer à avoir des débats contradictoires. C'était dernièrement, c'était il y a quelques mois à peine. Et finalement, ça se passe en commission au Sénat. C'est en cours d'ailleurs toujours. Puisque je vois sur les réseaux qu'on on me dit comment je peux recevoir des gens qui mentent, qui peuvent sortir des mensonges de la sorte. Moi, j'invite en fait, comme on le fait depuis le départ, sourcez-vous, allez sur les sites, regardez les documents, allez voir un peu la littérature autour de tout ça. Tout est écrit noir sur blanc. Et si effectivement on est attaquable en diffamation, ce serait déjà réglé depuis un moment cette affaire-là. Mais on se base sur des citations de spécialistes, d'experts, de vos hommes politiques. On prend même du Bill Gates. Tiens, Bill Gates qui n'est pas médecin, mais finalement qui est devenu le boss pandémie dans le monde. Et ça, effectivement, on ne voit pas beaucoup de personnes critiquer le fait qu'on s'appuie sur les paroles d'un informaticien pour vacciner toute une planète. Mais effectivement, dès que des Guadeloupéens viennent essayer de porter des explications sur une problématique par rapport effectivement à la documentation qu'ils ont travaillé finalement, parce que ça ne tombe pas du ciel tout seul, eh bien on a en face ces personnes qui veulent, je pense, désinformer principalement sur les réseaux sociaux, à dire que ce sont des mensonges, alors qu'ils ne vérifient strictement rien et qu'ils ne font que répéter effectivement des paroles qu'ils ont entendues. Je commence à m'énerver un peu. Non, on va être tout simple. Non, mais c'est fatigant puisque c'est factuel. On ne s'amuse pas à venir à l'écran comme ça pour sortir tout et n'importe quoi et mal aiguiller les gens. Ce qu'on dit est factuel. Ce sont des documents qui sont là, qu'on a étudiés, qu'on a lus et on vous retransmet, on traduit effectivement en plus simplifié, on fait un peu de pédagogie, on vous retransmet tout cela. Mais les personnes qui nous accusent de mentir, et ça fait plus de 2 ans que ça dure, et là ça commence vraiment à devenir un peu saoulant, puisque il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat, vous avez raison et tous les autres ont tort. C'est vraiment compliqué, pénible. Si on pouvait arrêter, ce serait vraiment sympathique. Si je peux me permettre, bien sûr. Je les renvoie à lire déjà l'ensemble des cours de physique et de biologie du lycée. Déjà, ça devrait leur permettre de poser un doute. De lire les cours de biologie génétique, de biochimie, de physique, de biophysique, qui se trouvent, qu'on étudie à l'université jusqu'en Bac plus 3, Bac plus 4, et les premiers et deuxièmes cycles de cours de médecine, au moins sur tout ce qui est virologie, pneumologie, urologie. Comme ça, ils verront que si c'est faux, c'est que nous n'avons aucun médecin valable. Comment ? On n'a aucun médecin. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller voir un médecin, parce que si c'est faux, ça veut dire que, étant donné qu'il a étudié là-dessus, qu'il a appris là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon, ça veut dire que tu n'as pas de médecin. J'ai été simplement lire ses cours, puisque j'ai un cursus scientifique assez correct, on va dire, à la base. Donc, j'ai été chercher ce qui manquait. Maintenant, depuis cette pandémie, les gens qu'on épingle régulièrement et à qui on leur dit on vous laisse tranquille si vous portez la bonne parole, ces gens-là te disent que 1 plus 1, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. De la même manière que quand ils détournent les fonds publics. D'accord ? Donc, tous, sans exception, ont tous une affaire de détournement de fonds publics. Chez moi, 1 plus 1, ça fait 2. Normalement. Voilà, je ne vais pas plus loin.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même formidable parmi les personnes qui pensent, hein, c'est leur droit, qu'on nage dans le bonheur et dans le mensonge, c'est qu'on est un petit peu en retard en France. Parce qu'en fait, par rapport à la 4e dose pour toute la population, l'Espagne a déjà acté. Donc l'Espagne, c'est bon, tout le monde, chien, chat, tout le monde. En même temps, on a l'Autriche qui a dit... non, finalement, ce qu'on a fait là, non, ça ne marche pas tellement. On va arrêter l'obligation vaccinale. On peut penser que, comme tout le monde pratiquement jamais produit là, nous peut arrêter. Mais bon, c'est une manière de voir les choses, on ne sait pas. Mais la France est un peu en retard parce que c'était un peu une course. Est-ce que l'Espagne commencerait en premier ou la France en premier? Là, la France est en retard parce que le 31 juillet, si la loi sur l'urgence sanitaire n'est pas promulguée rapidement, très rapidement, on est dans un problème. On ne pourra faire ni confinement, ni remise de masques, ni accélérer la vaccination. On ne pourra rien faire. Si, par loi martienne. Bon, la loi martienne, ça pourrait être pour après. Hein. Après, il y a un truc qui est simple. Hein. Excuse-moi de te couper. Hein. Oui, vas-y. Une information très importante. Nous avons très exactement 32 jours pour bombancer. Parce qu'après, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Pourquoi le flex est coupé dans 32 jours précisément? Pourquoi donc? Mais mon cher, si tu veux aller... Tu as bien vu, hein, ils ont essayé de faire bombancer avec passe sanitaire. Excuse-moi, tu prends une injection d'un produit que tu ne connais pas, non pas pour te guérir, mais pour aller bombancer. Non, c'était pour le café, c'était pour sortir. Mais à un moment, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Après, on ne peut pas blâmer effectivement les gens qui ont subi cette pression-là et un peu, entre guillemets, le harcèlement et la coercition qu'il y avait autour de la vaccination. On ne peut pas forcément les blâmer d'avoir voulu récupérer un semblant de vie normale quand on voit la pression quand même qui était exercée pendant des mois. On vit dans une économie de marché, d'accord ? Comme seul et unique vecteur, la consommation. Il suffit que tout le monde s'arrête. Mais tout le monde s'arrête pour de vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident de te faire rester chez toi et de te faire travailler de chez toi. Non, tu t'arrêtes pour de vrai. Tu ne vas même pas aller faire des embouteillages, aller marcher dans la rue. Tu restes chez toi, tu ne fais rien pendant 4 jours. Tu as lu ce qu'a fait Gandhi, toi? Tu as de mauvaises lectures. En paix, et tu verras comment on vient t'implorer dans toutes les chaînes télé, te dire arrêtez s'il vous plaît. Parce que par jour, nous perdons 10, 20, 30, sur le territoire, hein, je parle, 10, 20, 30, 40, 50 millions, 100 millions. Et... Mais la machine, là, non. La machine finalement ne s'arrête de tourner que lorsqu'il décide que la machine s'arrête de tourner. Si ça n'avait pas été finalement le Covid... et d'une certaine façon, ça a un peu légitimé le Covid, puisque l'arrêt de l'économie mondiale, tout le monde se disait ce ne sera jamais possible, ils préféreront laisser mourir des millions de personnes plutôt que d'arrêter l'économie. Finalement, on a eu le schéma inverse, donc on a été pris de court et finalement on a été surpris par cette vague Covid. Finalement, on l'a pris au sérieux beaucoup par rapport au blocage finalement de l'économie. Donc quand ils veulent, ils peuvent le faire. Et finalement, ce n'était pas si dommageable que ça. Je répète, chiffre d'affaires de Pfizer 2021 égal au budget de l'État de la Nouvelle-Zélande. Ils ont fait un max. Non, après, effectivement... De la même année. Oui, ils ont fait un max. Cette année, ils prévoient 1,5 fois plus. Donc il faut bien qu'ils trouvent une manière de le faire. Et ça valait bien un arrêt de l'économie. Pour ce domaine-là, en tout cas. Non, pour ce domaine. C'est pas ce domaine-là. Tous les marchés sont tous liés. Si c'était la merde, pourquoi les bourses se portent pas trop mal? C'est vrai que ça va plutôt pas mal. Le CAC 40, il n'a jamais autant augmenté que depuis 2020. C'est vrai que c'était assez exceptionnel de voir qu'en pleine crise, le CAC 40 n'arrêtait pas d'augmenter. On a une inflation aussi qui est en cours depuis décembre 2020. C'est très précis, hein, depuis décembre 2020. On a donc une inflation qui est en cours. On ne l'a pas vu. Enfin, certains l'ont vu. Pas d'explosion? Il n'y a pas d'explosion, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'explosion. C'est exponentiel. C'est-à-dire ça commence petit, et après ça monte... Puisque là, effectivement, on est en train d'atteindre des plafonds, finalement, plafonds en termes d'inflation. Les armes qu'on envoie en Ukraine, il faut bien que quelqu'un les paye.
Ah non, mais c'est sûr qu'on va payer la facture. Non, la guerre, il faut payer. On paye déjà la facture. On est d'accord qu'il faut payer la facture de la guerre, ça c'est sûr et certain. Mais là, on ne paye pas encore la facture, c'est pas la facture de la guerre. Là, c'est juste, une avance. On fait une avance sur la facture de la guerre. Et cette facture-là devrait tomber... Emmanuel Macron l'a dit, il n'y a pas de secret. Il a dit que les répercussions, effectivement, se feront ressentir en 12 mois. Donc, il est parti sur 12 mois. On est en février. Donc, ça nous fait tomber fin d'année. Donc, d'ici la fin d'année, plein hiver, il faut que... EDF, Engie et Total ont déjà dit faites des économies d'énergie parce que sinon c'est pénurie. Il faut qu'on fasse... Chèque alimentaire. Chèque alimentaire. Il faut qu'on prépare un tab zip sur comment acheter et quelles actions acheter. On va étudier ça. On a un économiste avec nous, on va étudier ça. Petit truc. Oui. Je voudrais lancer un petit appel à solidarité pour l'opération un cabas hebdomadaire pour les suspendus. Nous avons besoin de denrées non périssables, essentiellement. S'il y a des denrées périssables, plutôt les amener le lundi ou le mardi sur Pointe-à-Pitre. Derrière l'agence d'une certaine assurance qui se trouve près de la mairie de Pointe-à-Pitre. Nous trouvons, et sinon, pour les personnes qui sont en Sud-Basse-Terre, c'est au CHBT. Et là, il n'y a pas de jour précis. Et pour la distribution, comme pour les dons. Les dons, c'est tous les jours pour à Pointe-à-Pitre. Très bien. Merci par avance. Je voulais quand même qu'on montre aux téléspectateurs le pass aux frontières, puisque visiblement, après le pass sanitaire, pass vaccinal, il se pourrait qu'on ait un pass aux frontières pour pouvoir voyager, à cause effectivement, l'argument ce serait la reprise de l'épidémie de Covid-19. Même si effectivement il n'y a plus de cas graves. Et on a donc le TABZIP, puisque le conseil scientifique sort régulièrement des petits points d'information assez synthétiques. Ils font preuve de pédagogie là-dedans pour qu'on puisse s'y retrouver, qu'on puisse un peu comprendre. Et donc ça se présente justement sous le type d'infolettres, les nouvelles TABZIP. Et donc vous traitez plusieurs angles. Oui, on a deux dossiers. En fait, on a un dossier nouvelle de l'autre côté, donc qui parle un petit peu de ce qui se passe dans les autres pays et qui peuvent avoir une incidence nous concernant. Et puis le deuxième dossier, c'est nouvelle au pays, donc c'est les choses qui nous concernent, les combats sédifiés, quoi de neuf sur les piquets fossés, la coup santé, voilà, toutes ces choses-là. Ah oui, la coup santé, c'est tous les vendredis sur le bic de résistance devant le CHU. Et durant les grandes vacances, un petit module de la coup santé va très certainement se déplacer lorsqu'on va se déplacer dans les communes. Très bien. Avec le collectif. Et on envoie d'ailleurs un petit coucou et un bisou à Mona. Mona qui se bat aussi aux côtés du collectif et du conseil pour faire entendre la voix des personnels suspendus qui auraient dû être réintégrés. Mais effet d'annonce, Emmanuel Macron, si l'épidémie repart à la baisse, on les réintègre. L'épidémie repart à la hausse. Donc, vous l'avez cru. Non, mais moi, je dis pas moi. Mais juste une petite précision concernant le TABZIP pour les personnes qui parlaient de mensonges tout à l'heure. Je les invite à prendre le TABZIP puisqu'il y a les liens justement de toutes les informations. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus, vous tombez directement sur le site l'Agence européenne du médicament, le conseil scientifique, etc. etc. Comme ils sont un peu feignants pour aller chercher, ils veulent beaucoup parler, on vous simplifie le travail. Voilà. Allez chercher la documentation, c'est accessible. Cliquez, c'est facile. Petite information rapide. Oui, très rapidement. Importante. Pour les personnes qui ont un doute face à leur état de santé par rapport à l'injection, faites, s'il vous plaît, au moins mensuellement une prise de sang et surveillez le taux de dédimère. Ainsi que le taux de lymphocytes. À quoi ça sert de faire détecter le taux de dédimère ? Déjà pour savoir si ça a fait chaque VOOM pour les thromboses, puisqu'on ne sait pas... On peut détecter justement les thromboses par rapport à ça ? Non, on peut détecter l'état qui amène à la thrombose, aux thromboses. Okay. Et on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui le déclenche. La seule chose que nous savons, c'est que 100% des personnes qui ont ces déclenchements sont des personnes qui ont été injectées. Je ne dis pas que 100% des personnes injectées vont le développer. C'est peut-être le fruit... ce que nous avons constaté. C'est peut-être le fruit... Et que, pour rappel, être infecté par
le SARS-CoV-2, ça se soigne, quel que soit son variant. Depuis qu'on a lancé notre protocole, c'est plus de 50 000 personnes en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et quelques régions de France qui l'ont pris. Parce que vous avez tout un réseau. C'est pas Guadeloupe. Non, il y a tout un réseau, effectivement. Ça dispatche. Antillais-Guyanais qui s'est tissé, justement. D'ailleurs, si vous avez des parents qui sont dans l'Hexagone, c'est pas la peine d'envoyer l'herbe à pic et la Tomo par la poste parce que UKGTI. Non, ça a été ciblé. Attends, parce qu'il y a Marie-Fleur qui veut mettre beaucoup de désordre sur le live. Marie-Fleur qui dit Harold traite de feignants tous ceux qui critiquent les anti-vax, j'hallucine. À part ça, nous dit, faut écouter bien ce nous a dit. On vous dit que vous ne voulez pas de contradiction et que nous, effectivement, on vous apporte, comme le conseil, vous apporte de la documentation. Donc, allez vous renseigner. À l'heure où on parle, les gens ont l'habitude effectivement qu'on leur porte l'information mâchée, en fait. Donc on vous met un gros titre et puis voilà, c'est bon. Et il y a une certaine fainéantise autour, mais tout le monde en fait a ça. Une fainéantise à aller chercher l'information et creuser l'information, puisque tout le monde ne va pas s'amuser à lire des 30 pages de rapports d'expertise, n'est-ce pas ? Et donc, certains le font. Même beaucoup plus parfois, des centaines de pages. Donc certains quand même prennent le temps de le faire pour vous faire des petits relevés synthétiques. Donc il faut au moins respecter ça et éviter de dire aux gens que ce sont des menteurs alors que vous n'avez aucun argument derrière, vous n'avez aucune preuve derrière. Mais la fainéantise, elle est globale. C'est tout le monde qui évite d'aller chercher trop d'informations à l'heure qu'il est. On aime bien le tout mâché, on aime le fast-food, c'est comme ça et pas autrement. Ensuite, sur la vaccination, et je vais clore dessus, puisque, n'est-ce pas, on a des chiffres qui parlent, ça s'appelle le taux de vaccination ici en Guadeloupe, donc si les gens sont convaincus, qu'ils y aillent, nous on n'empêche personne de faire ce qu'il veut. Toujours est-il, on a des taux qui sont fixes quasiment depuis 6 mois en fait, et c'est pas nous qui empêchons les gens d'aller se faire vacciner, y compris les personnes qui ont pris 2 doses, qui doivent prendre leur 3e et bientôt qui devront prendre leur 4e dose, n'est-il pas? Donc à partir de là... Tu es en retard, il y en a qui sont à la 5e. Ouais, oui, il y en a qui prennent toujours une longueur d'avance, mais c'est pas de notre faute si déjà ils ne vont pas prendre la 3e, puisqu'on a des taux équivalents sur les premières, 2e doses, donc ça veut dire que les gens adhèrent effectivement sur les 2 premières. Sur la 3e, on a 20%, on a une chute de 20% déjà en moins, et sur la 4e, c'est même pas encore estimé ici en Guadeloupe. Donc à partir de là... Quand tu as ton parent qui tombe, tu sais pas pourquoi, quand ton voisin tombe, tu sais pas pourquoi, mais tu sais qu'il a pris la piqûre, c'est le seul événement médical qu'il ait fait. Mais il faudra que le rapport de causalité, mais il faut que le rapport de causalité soit établi, que les autorités le reconnaissent, sinon effectivement pour la population, ça n'a aucune valeur puisque ce ne sera pas scientifiquement démontré. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Désolé pour la petite rallonge, mais c'est vrai que c'est un peu irritant toujours de ne pas pouvoir avoir de débat contradictoire. C'est compliqué, franchement, depuis 2 ans. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision et on retrouvera bientôt le conseil scientifique local. N'en déplaise. Bisous tout le monde.